Please welcome Philippe Carrel. Philippe, I have the impression that your work, the autobiographical element in your work has changed over time, and that it's different now. It's quite different now from what it was, say, 10 years ago, 15 years ago, and I'm wondering how you see it from your perspective. And I also have the impression that you're building more on the experiences, not only your own experiences, but the experiences of others to build your films. En même temps, si on donne des conseils à des jeunes artistes du cinéma, on leur dit toujours il ne faut pas quitter votre propre vie, parce que si vous quittez votre propre vie, ça va. Si vous partez dans la fantaisie, ça ne va pas toucher les gens. Si vous voulez humainement dire quelque chose, il faut vous appuyer sur votre propre vie. Je pense que dans tous les arts, ça c'est la base. Bon. Mais que ça a changé, par exemple si on prend, puisqu'il y avait l'enfant secret là, de 79, ou maintenant l'amant d'un jour, oui, ça a changé dans je peux pas, je suis pas assez lucide là-dessus. You know, on the one hand, I mean, you always, when I counsel young filmmakers, you always say, don't depart from your own lives too much. Don't go into a fantasy. You need to stay close to yourself to really be able to do good filmmaking. But at the same time, if I take The Secret Child as compared to Lover for a Day, has anything really changed for me? I don't know. Not sure. Mais je suis pas si lucide que ça sur ce que veulent dire mes films et pourquoi je les fais. Je les fais par plaisir de les faire essentiellement, et donc j'ai pas un point de vue théorique sur ce que je fais qui est lucide. I'm not that clear, that lucid about why I make the films that I do, or I don't really have a theoretical idea of why I make them. It's not that clear to me. La seule chose qui est sûre, c'est que ça, je le vois par d'autres metteurs en scène. Si je voyais Jim Jarmusch, par exemple, si je voyais le film sur les vampires, ou si j'aimais beaucoup, il y a 2 ans, le dernier Almodovar, Julieta, des choses comme ça, ça, je peux voir dans le cinéma des autres qu'il y a un secret. Que s'il n'y avait pas un secret de metteur en scène, le film, extérieurement, le film se présente comme tous les autres films. Et il a un secret qui est dans sa fabrication, qui fait que ça nous touche beaucoup plus. Mais ça, c'est des choses qui sont de l'ordre du sensible. Donc, c'est pas quelque chose qui est analysé et tout ça. Et je peux le voir sur les films des autres, oui. Now, on the other hand, I can see it in other filmmakers' work, like Jim Jarmusch's last film, or The Only Vampires. Lovers Left Alive. Yeah. Okay, and Giulietta, Almodovar's Giulietta. That you know, I have a sense. I mean, it's clear that there's a secret at the interior of the film. But I can't really, or, you know, I don't really think you can analyze, you know, it's something that you sense, it's part of your sensibility, but you can't really analyze it. Et si j'ai ça, le secret pour faire une œuvre qui ne soit pas totalement inutile, c'est tant mieux, mais
moi-même, j'en suis pas si persuadé que ça. And if I hold that secret to make a work that's not totally useless, then, good, but I'm not, sure of that. It's not possible for, when you've made something, to step aside from it and see it as a spectator. Non. Mais je sais pas si... surtout... No. En plus, je fais pas mes films en pensant du tout aux spectateurs, excusez-moi. I'm sorry, but I don't create my movies thinking about the audience or the public at all. Il y a 30 ans, quand je disais je fais mes films pour moi-même, tout le monde disait mais c'est honteux de faire des films pour soi-même. Mais maintenant tout le monde dit qu'il fait des films pour lui-même. 30 years ago when I used to say I make movies for myself, people would say, well, that's really shameful to be making movies just for yourself. But nowadays, everybody, all filmmakers say, I'm making films for myself. But you also used to say that you make films for audiences of the future. You said that. Non. Ouais. Bien sûr. C'est les croyants qui disent ça, qui travaillent pour la... Pierre Clémenti disait ça, avec qui j'avais travaillé, qui est tout ce monde. Il disait, je travaille pour la postérité, ça me paraissait complètement absurde. It's believers that used to say that, like... de travailler pour quand on sera plus là, ça me paraît absurde. Working for posterity for when we're not going to be here, I think that's absurd. Parce que je suis très athée, en fait. Because I'm very much of an atheist. Et en plus, ce qu'on cherche, nous, dans les films, les gens qui viennent comme ça dans le film Festival de New York, tout ça, c'est pas des films époustouflants. Je veux dire, on ne veut pas voir des grandes démonstrations qui soient où on sort comme les grands films du grand public. On sort du cinéma, on est comme une petite fourmi, quoi. On rentre chez soi, on n'est personne, quoi. Puis on a vu des êtres magnifiques. Et en fait, c'est pas ce cinéma-là qui nous parle le plus. C'est quelque chose qui est justement de l'ordre du secret et quelque chose qui est indéfinissable. Pourquoi j'aime Giulietta, par exemple, si on me demandait mais pourquoi, et c'est vraiment entre les lignes, on pourrait dire. C'est pas parce que ça nous en a mis plein la vue, quoi. Yeah, we don't come to the New York Film Festival to see mind-blowing films, films that, blockbusters where you walk out and you feel like a little bit, a tiny ant in relation to what you just experienced. I mean, it's a different kind of experience with you are tapping into that feeling of being in on a secret, like Giulietta. Donc, mais pour soi, on n'est absolument pas sûr que le film recèle ce quelque chose qui fera une valeur pour quelqu'un qui regarde. On n'est jamais sûr. But as, for oneself, you're never sure that secret will translate into a value that is going to be absorbable. Et, c'est difficile de parler de l'art parce que c'est surtout une pratique. Alors donc, parce que même l'histoire de l'art, c'est un roman. C'est ce qui est écrit par les historiens d'art et ce qu'ils écrivent sur la vie des cinéastes du passé, tout ça, c'est un roman. It's very hard to talk about art because even if you talk about the history of art, it's really a novel. What historians write about filmmaking in the past, it's a novel. Mais c'est pas pour ça que c'est pas intéressant et c'est très bien à lire. Et moi j'adore lire. Doesn't mean it's not interesting. L'histoire de l'art, mais c'est pas quelque chose qui correspond à. Il n'y a pas d'homme supérieur, je veux dire. Il y a pas. Même les grands artistes ne sont pas des hommes supérieurs. I love reading art history myself, but even great artists aren't superior beings. Au sens de, par exemple, à un moment je disais. Au sens de Freud, je disais il n'y a pas de grand homme dans le lit de sa femme. For instance, there, when I was talking about Freud a little while back, there are no great men in their wives' beds. This is what Freud said. Yes. Yeah. If you were going to write a history of the cinema, if you were going to write your version of that novel, would it begin with the cinema or would it begin with the history of painting?
or with the history of theater? Non, tout ça mélangé. C'est ça qui était beau dans par exemple dans le livre de Malraux sur le musée imaginaire. Quand on mélange tous les arts, on obtient, quand on mélange, je sais pas, l'art sumérien avec les films mettons, de l'époque du muet ou n'importe quoi, on obtient toujours une espèce de suggestion qui est comment on pourrait dire, qui est euphorisante, quoi. No, I think it would be all mixed together. I mean, it's like Malraux's book on the Imaginary Museum. I mean, if you juxtapose Sumerian art with l'art sumérien avec quoi? Avec les films muets. With, for instance, silent movies, you get a very tonic mix. Parce que moi, je suis vraiment un addict de l'art, au sens comme une drogue, quoi. Yeah. L'art, c'est vraiment ma drogue. I'm an art addict. I mean, art is really my drug of choice. So, le fait que ça me paraît, je sais pas, comme je suis athée, je disais, je pense, on ne sait pas pourquoi on est en vie, comme on ne peut pas tout comprendre, donc on est obligé d'accepter des choses qu'on ne comprend pas. Je trouve que choisir l'art, c'est une solution qui est entièrement, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est à la fois logique et en même temps c'est une preuve de santé, c'est quelque chose de... Quand les enfants que nous avons, ceux qui ont des enfants, choisissent l'art, on a à la fois très peur et en même temps on pense qu'ils sont sauvés, ils ont une passion dans la vie, ils sont sauvés. You know, I'm an atheist, and we really don't know why we're here, why we're alive. And when you choose art, it gives you a certain logic, it makes a certain sense of it. And when you have children, for those who have children, if they choose art as a path, you know, on the one hand, you're very afraid, and then it also feels like a very healthy thing. Et donc c'est pas le cinéma séparé du reste du monde comme certaines personnes le pratiquent ou l'aiment. Moi je mets vraiment les 7 arts comme quelque chose c'est ça qui nous aide à vivre, le fait qu'il y ait des peintures à aller voir au MoMA ou je sais pas, ou des gens, je sais pas, j'étais avec une femme un jour, elle est arrivée devant un tableau, un tableau moderne qui était absolument non figuratif, et elle s'est mise à pleurer, et c'est quelque chose qui est, je sais pas, c'est aussi beau qu'un chrétien qui pleure sur le tombeau du Christ à Jérusalem. C'est comme si on parlait de communication entre les êtres humains à une échelle qui n'est pas mesurable, quoi. Et donc je place l'art tout en haut par rapport à toutes les valeurs dans la société, mais je sais bien que c'est aussi une obsession. I mean, I think that, you know, I don't separate cinema as being an isolated sort of thing. I put all the arts, the 7 arts, together. And I think really it places things that, you know, in the society that's really at the highest level. I was with a woman in a museum, and she was looking at a non-figurative painting, and she just started to weep. And, you know, that's something that's inexplicable, but has to do with those values. But that you said was also in the same way that a Christian would weep at a Right, representation. in the same way that a Christian would weep in Jerusalem. Ça, à Jérusalem, quand on est introduit dans un espèce de caveau, et il y a le tombeau du Christ, et j'étais juste là avec ma femme, et puis il y avait une autre femme, parce qu'en fait c'est très peu de gens qui peuvent être en même temps, et la femme qui est à côté de nous s'est mise à pleurer comme ça, parce qu'elle était croyante simplement, donc pour elle c'était très très fort devant le tombeau du Christ. Et yeah, I was in Jerusalem, and we were in front of Christ's tomb, and there was a woman to the side of us who just started to cry, and she was someone who had a lot, you know, strong faith, and it was, you know, it was very moving. I mean, it was a very small space; only very few people could go in there at the same time. si on dit nous on peut pleurer si on voit un Pollock, mettons,
bah, c'est un peu du même ordre d'idée. Pour les gens, c'est absurde. Mais pour nous, c'est comme si on parlait que c'est comme si ça nous donnait raison, le tableau nous donne raison d'être comme on est. You know, it's like if we cry when we see a Jackson Pollock, it may seem absurd to some others, but it's the same level of experience and emotion that for some other people it is for something else. And being an atheist, also in your work, your work from an earlier period, you were actually evoking Christian imagery. I'm thinking of La Lille la Vierge, where you're actually evoking the Trinity. Oui, c'est comme, enfin, c'est pas comme on pensait à Godard, mais que, pareil, il a fait, si on voit Je vous salue Marie ou tout ça, c'est des films qui sont quelque part... oui, à la fois c'est un travail daté, et par le fait que nous, on est croyants en l'art, on peut se mettre à la place de... Mais si tu parlais de Jacques Gulli, de la Vierge, à l'époque, c'était plus pour... plus comme les surréalistes faisaient, c'était pour blasphémer. C'était un peu, parce qu'il y avait un plaisir quand on est jeune, on adore blasphémer et dire des... Well, I mean, it's you know, it's because it's art. You can touch on those subjects, and when I did, c'est quoi le titre du nouveau là? La Ville de la Vierge. You know, I was young, and one of the pleasures of youth is to be able to blaspheme. So it's connected with that, and it's the same when you know, Godard. So he did Je vous salue Marie, but you know, he's speaking against it as much as, you know, is using it to speak against it, really. I want to shift the focus a little bit and talk about the last time we saw each other, not here in New York, was 2 years ago, when you were here with In the Shadow of Women. And during that time, a filmmaker that you were very close to committed suicide, Chantal Akerman. And you're someone who's actually paid a lot of attention to being from a particular generation of filmmakers. You actually made a film about it once, Les Ministères de l'Art, which is about the generation of post-Nouvelle Vague filmmakers in which Chantal appeared. And I just wanted to ask you about that moment and to reflect on it, about what Chantal's lost 2 years later, what it feels like to you. D'abord, c'était juste avant qu'on présente le film, on a appris le suicide de Chantal Akerman, et tout de suite j'ai pensé à Jean Eustache, Jean Eustache était le premier disciple de la Nouvelle Vague, qui n'appartient pas à la Nouvelle Vague. Moi, j'appartiens pas à la Nouvelle Vague, Jean Eustache n'appartenait pas à la Nouvelle Vague, ni Chantal, on était les disciples des gens de la Nouvelle Vague. Et Jean Eustache s'était suicidé aussi. Et tout de suite j'ai pensé à ça, et puis j'ai pensé à une autre chose, qui est qu'à Hollywood, on disait, ça se trouve encore dans tous les livres de cinéma, on disait que faire un film, c'est une fille et un flingue, ils disaient. Que nous, en fait, la Nouvelle Vague, ils avaient gardé faire un film, c'est une fille et un flingue. Et nous, à partir de Jean Eustache, la génération suivante, on avait enlevé le flingue. Il n'y a pas de meurtre dans le film, je veux dire. Dans les films de Chantal, dans les miens ou dans ceux de Jean Eustache, les gens ne se tirent pas dessus. Et donc, c'est un archaïsme, en fait, d'avoir gardé les armes dans les films. Mais... alors donc j'ai pensé à ça parce que j'ai pensé, mais peut-être c'est un retour inconscient de la violence des armes, que ils se sont jamais donné la mort dans la Nouvelle Vague, ni François Truffaut, ni Claude Chabrol, ni tout ça, il n'y avait pas par contre, on tuait encore dans leurs films, et nos films où on ne tue plus, parce que ça se fait plus on pourrait dire chez les gens intelligents, en même temps le suicide est est plus fréquent. Et donc, si on disait une génération, alors c'est peut-être
la génération des gens qui n'ont pas connu les camps, etc. et tout, qui quelque part après tournent contre elles-mêmes des armes pour se supprimer, quoi. J'ai pensé à des choses de cet ordre, par rapport à la génération. Et d'autre part, je pense que le suicide est contagieux en plus. C'est un mal contagieux, c'est-à-dire que d'avoir des amis qui se suicident, quelque part, ça peut faire des contagions et donner un jour à... Et comme athée, moi... Well, when that happened, when Chantal Akerman committed suicide, that was just before we were going to present our film here. And the first thing I thought of was Jean Eustache, who also committed suicide. Because we were not part of the New Wave, we were part of the post-New Wave, or disciples of the New Wave. And part of the New Wave was, you know, what they used to say, Hollywood, was to make a movie, all you needed was a girl and a pistol. And we took away the pistol. And, you know, I thought about that a lot because, in a way, you know, it's almost as if we took away the pistol, but then the violence turned inward, or possibly inward. And suicide, you know, the suicide is contagious. And there's a violence. I mean, the fact that we took away, and now you don't make, you know, we did take that away. We don't make movies that way. But the fact that the violence turned inward seemed like possibly, you know, it made me think about, well, was it a result in a way, or, you know, a consequence of that change in the filmmaking? Philippe, Vous vouliez dire, c'est bon? ouais. C'est bon? Tu as commencé. Non. Pensez. Que dès que je parle de ça, je me rattache heureusement qu'il y a l'art et tout. Hop, je rattrape l'art, la peinture, etc. Je pense, oh ben non, il vaut mieux vivre parce qu'il y a l'art, ça va. Et donc, je pense que l'art, ça tient. Chez beaucoup de gens maintenant, ça remplace la religion. Non pas qu'il y ait. Je veux dire, on peut croire ou ne pas croire, ça c'est. Les deux attitudes sont totalement aussi intelligentes l'une que l'autre. Il n'y a pas à croire que... Parce qu'à une époque, on a cru que ne pas croire c'était une forme de militantisme, etc. C'était comme une politique. Mais en fait, on se rend compte maintenant que croire à Dieu ou ne pas y croire sont des choses qui... Il n'y a pas une chose qui est plus bête que l'autre. Mais je pense que l'art remplace chez nous beaucoup des choses de la religion, soit d'abord parce qu'elle est plus pratiquée, parce qu'on a quand même besoin de quelque chose, d'un idéal, on pourrait dire, d'un idéal vivant dans les jours qu'on traverse. Et je pense que l'art tient ce rôle dans notre vie. Et pourquoi à un moment ça lâche, à part s'il y a la souffrance. S'il y a la souffrance, c'est normal de se suicider, je pense. Mais pourquoi chez Chantal ça a lâché, ou chez Jean Eustache? Enfin, quand même, il faut constater qu'ils n'étaient pas, l'un et l'autre, ils n'étaient pas dans une période faste ils ne trouvaient plus de producteurs, ils n'avaient plus d'argent pour faire les films, ils faisaient des films avec rien du tout, des bouts de ficelle. Donc ça correspond aussi à des difficultés sociales, d'artistes aussi. Il faut bien voir, et peut-être qu'ils n'en avaient pas. Mais c'est la seule chose que nous, on a le droit d'observer, c'est-à-dire on n'a pas. Ça nous regarde, leur vie réelle, intime, ne nous regarde pas, mais par contre, de voir où ils en étaient dans leur trajet de cinéaste, parce que c'est quand même très difficile, l'art. Alors on dit, c'est pour ça qu'on a peur quand on a des enfants qui choisissent l'art, c'est quand même l'histoire de conquérir sa place comme artiste dans le monde, et c'est un pari très très difficile à accomplir. I think that you know, that art really has taken the place of religion for many of us. I mean, it's a belief system. Now, that's not to say that religion, you know, having faith or believing there's right or wrong, or it's good or bad, or that it's a sign of less or more intelligence. It just, you know, it's a choice. But I think, you know, why, you know, did Chantal Akerman or Jean Eustache, why did they,
let go of that and choose suicide. Now, we have to, it is true that they were at a point in their careers where they were having a real struggle in terms of producing their films, and they were doing it with bits of string. So that's a real reality. I mean, we can't go into their intimate lives, and nor is it our business to really know what was going on that level. But their work existence, their existence as filmmakers was very difficult. I wanted to ask you, Philippe, about. I didn't realize that you actually teach acting, and I wanted you to just talk about that a little bit, about your work with actors. Parce que je suis professeur comme deuxième métier, parce que c'est plus facile de vivre comme artiste quand on a un deuxième métier. Je suis professeur d'art dramatique au conservatoire à Paris. Et donc, j'ai des classes d'élèves, de jeunes comédiens qui ont 20 ans. Et puis, je tourne avec eux dans les rues de Paris ou dans des chambres d'hôtel. Et puis après, je leur montre le travail. Et comme ça, toute l'année, je leur donne des cours, quoi. Enfin, pas des cours, c'est comme des ateliers. Et après, étant professeur, je suis pas un vrai professeur parce que j'ai pas la vocation comme les professeurs, ils ont de transmettre le savoir, tout ça, j'ai pas ça. Mais par contre, ça m'aide énormément pour mes films parce que, par exemple, dans le film là de ce soir, la fille Louise Chevillotte, c'est une fille du conservatoire. Dans le film précédent, L'ombre des femmes, donc il y a 2 ans, qui passait ici, Léna Pogam, c'est une fille du conservatoire. Donc il y a tous les amants réguliers, par exemple, tous les gens qui jouent les amants réguliers, c'est plein de promotions du conservatoire, qui jouent l'insurrection de 68, etc., les barricades et tout ça, c'est des élèves du conservatoire. Donc c'est des jeunes acteurs que j'ai eus comme élèves et que j'engage. Donc je me sers de mon travail de professeur pour étayer mes films. Et donc c'est une manière Les conservatoires, c'est très différent de la méthode de l'acteur studio et tout, parce que le cinéma français est très différent du cinéma américain, parce qu'il n'est pas fabriqué du tout de la même manière. Mais depuis les écoles d'art, depuis les écoles d'acteurs, le conservatoire, ça ne ressemble pas du tout à l'acteur studio, et la méthode du conservatoire n'est pas du tout la même que celle de l'acteur studio, mais on arrive à ces films que vous voyez, qui sont les films français, comme les Américains arrivent à ces films que nous voyons, qui sont les films américains. Mais être professeur, oui, c'est surtout parce que c'est comme côtoyer des jeunes artistes, etc. Et tout. C'est pareil, c'est parce que ça me donne une activité artistique réelle, qui n'est pas seulement psychique. I teach acting. It's my day job because as an artist, it's easier to survive if you have a day job. And I have 20-year-olds, about 30 in a class, and we shoot in the streets of Paris and sometimes in hotel rooms, and then we look at the work and analyze it. And I often eventually use them, cast them in my films, like, for instance, Louise Chevillotte in the Lover for a Day. She came out of the conservatory. There was also l'autre actrice, who she came out of the conservatory. All of the in the film with all of the scenes from the riots in '68. Those are my Regular Lovers. And Regular Lovers. Those are my students. So that works well, and it keeps me. I like being connected to the young actors. It's fruitful in terms of my work.
But also very different from the actor's studio. I Oh think yes, that's, and it's very. I mean, the conservatory in France is totally different from the actor's studio. It's not at all method acting. It's a whole, and so it produces a very different type of film. But do you, different from the actor's studio in the sense that it's not based in theories of acting that begin with Stanislavski. Do you depart from that? Yeah, exactly. And ça part de Stanislavski, mais ça part aussi de l'invention du cinéma. Ici, vous dites c'est Thomas Edison qui a inventé le cinéma. Nous, à Paris, on dit que c'est Louis Lumière. Je veux dire, Yeah, ça part de- it is rooted in Stanislavski, but here you talk about Thomas Edison having started cinema, and there it's Louis Lumière. Makes a difference. Mais les deux ont inventé le cinéma. Mais ce qui est fantastique, c'est que les Américains ne cèdent pas sur le fait que ce soit Thomas Edison et les Français ne cèdent pas sur le fait que ce soit Louis Lumière. Alors en fait, ils ont trouvé la même chose, la caméra, exactement en même temps. But both of them founded cinema, but neither the Americans or the French will let go of the fact that they are the ones that invented cinema, when in fact both of them, Louis Lumière and Thomas Edison, discovered the camera at the same time. So in relation to what you do with actors when you're teaching them, how does that work practically in terms of the relationship to the history of cinema? Ah, mais c'est que le cinéma, ça ne peut pas s'enseigner de manière théorique, c'est qu'un tournage. C'est-à-dire, je rendez-vous au conservatoire avec mes élèves, après on va dans les rues avec un caméraman et un preneur de son, et on tourne des scènes, et des fois c'est des scénarios que j'ai pas pu tourner parce que j'ai pas trouvé de producteur, donc je leur donne des scènes que j'ai écrites moi, de films que j'ai pas fait, et des fois des scènes de Jean Eustache, de La Maman et la Putain, ou de Jacques Voyon, Des Doigts dans la tête, et puis on tourne ça, et puis petit à petit, en les dirigeant, tout le long de l'année, ils font des progrès. Après, on récapitule tout ce qu'on a tourné avec eux, et on voit. Et à la fin, c'est pour la direction d'acteur. C'est une manière de pratiquer. C'est comme un entraînement pour moi. C'est comme si je faisais un entraînement. C'est comme si j'étais un joueur de tennis et que j'allais à un entraînement en allant au cours. Yeah, you can't teach cinema in a theoretical way. I mean, what I do is I take the students in the streets of Paris, and we shoot. Sometimes it's scenes from film, scenes that I wrote but that I never incorporated into a movie. Sometimes it's scenes from movies that are established, like by Jean Eustache. The Mother and the Whore. Mother and the Whore. Or Les Doigts dans la tête by Jacques Toyon. I think you also said. And then, we go back and we progress throughout the year, and we look at the work and we study it, and we progress from there, and that's how they learn. And it's also, for me, it's a way of continuing sort of the creative process on that level. And what to you does the term directing an actor mean in practical terms for you as an artist? Tu lui montres le chemin et tu dis non, tu passes pas par là, tu passes par là si tu veux arriver là-bas. You show him the path. You say go this way or that way. Mais c'est pas diriger Yeah. comme ça, c'est diriger au sens de la direction. Tu vas par là. It's not directing in terms of, but it's like sort of guiding them. You go towards there or towards that in that direction. Mais ça revient le plus au sens pratique, si on voulait dire très vite, ça revient à dire à quoi on pense pendant qu'on joue une scène. C'est comme si on lui disait, tu dois penser plutôt par là, ou par là, ou t'appuyer sur ta propre vie. Et donc c'est la direction au sens de par où aller. But what it really comes down to is sort of directing them towards which way, to go. You need to think about your life in terms of that to get from point A to point B. In the opening of Secret Child, what book are they reading by the fire? Faust. Faust? Faust. Thank you.
Run out and get it now. In L'Enfant Secret and other films, there are several films that I think treat of this theme, a set of themes. There is a thanatos, a death drive, represented in part by the figure of heroine. And there's also some more positive, romantic, familial, happy, living together, whatever, set of possibilities for the romantic couple in that film, for example. And I'm curious if you can say anything about how you understand, how you think of the relationship between these two tendencies, which seem rather troublingly closely related. Alors là, je suis pas sûre d'avoir compris le début. C'est un symbole de la mort, et puis, mais en même temps, il y a aussi des scènes qui sont très romantiques entre les couples. Et il est intéressant de savoir comment vous faites la juste opposition entre ces deux choses, comme c'est deux éléments très différents. Et comment ça se... C'est ce Freud, il dit c'est les deux dynamiques qui nous conduisent et qui nous permettent de vivre, l'éros et le thanatos. C'est ça que vous voulez It dire? seems to me that there's an eros and a thanatos. Yes, They're and linked somehow. They're Freud, possibilities in this Freud couple, says, Freud, and yeah. they can either Yeah, but move towards death or, but yeah, the answer is, he said that those two elements are primal and crucial in terms of just being able to live. Et surtout, je pense, non, j'ai pas conscience de ce que... C'est comme je disais au début à Jacques, j'ai pas conscience de ça. À ce moment-là, je parle de la mort, à ce moment-là, je parle de l'amour. I don't really have awareness of that, Non, at this Freud, moment. il nous dit que ça, c'est, on pourrait dire, pour dire simplement, c'est inconscient, le fait que tout d'un coup, on a une mobilité dans la vie qui est sous-tendue par l'amour, ou une mobilité qui est par l'éros, ou une mobilité qui est sous-tendue par l'existence de la mort. Il dit que c'est pas une chose dont il dit qu'il n'y a que ces deux pôles et qu'on est tout le temps sur l'un ou sur l'autre, et que c'est ça qui fait qu'on est en vie, quoi. Freud said, Freud would say that you're constantly between those two poles, and that's what allows you to really be alive, to exist, but that we're not necessarily conscious of it. And I'm not necessarily conscious of, vacillating between the two poles when I'm creating. Mais moi, je suis pas Freud, je fais juste des petits dessins. I'm not Freud, I'm just making little sketches. Philippe, for many years throughout many of your films, the figure, there are figures, characters in those films that evoke the presence of Nico, and the memory of Nico. And I have the feeling that that's not as present in the last few movies. Is that right? J'ai pensé ça ce matin. Je m'étais débarrassé de la nostalgie de Nico. I thought of that this morning, that I had rid myself of Nico nostalgia. Mais c'est très difficile de sortir de la nostalgie de son premier amour. C'est très difficile pour tout le monde. It's very hard to escape out of the nostalgia for your first love. I think it's hard for everybody. Mais si on vit longtemps, je pense qu'on y arrive. But if you live long enough, you get there. Do you think that the presence of Jean-Claude Carrière working with him in your films is somehow linked to it? I'm not sure if that's correct, but I'm just wondering what you think. C'est-à-dire, j'ai commencé à travailler avec Jean-Claude Carrière, il a 86 ans, quand j'ai perdu mon père, parce qu'il avait à peu près l'âge de mon père. Donc quand j'ai perdu mon père, c'était très très fort, parce que j'étais complètement soudé à lui comme artiste, parce qu'il était comédien de théâtre, et c'était quelqu'un assez extraordinaire d'avoir quelqu'un comme ça pour père. Donc c'était très très violent quand il a disparu. Et alors pendant un moment j'ai trouvé un très vieux psychanalyste qui avait 90 ans. J'ai fait 6 mois de psychanalyse chez un vieux psychanalyste marocain qui s'appelle Safwan, et Mustapha Safwan. Et après j'ai trouvé Jean-Claude Carrière, pareil, qui avait
le même âge, et j'ai pensé, je vais travailler avec lui, et quelque part, ça me consolera, parce que je ne suis pas encore consolé de la mort de mon père, qui a eu lieu il y a 4 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, carrière, c'est un peu comme si j'avais remis une présence par rapport à mon père, parce que j'aimais bien travailler avec mon père. J'ai tourné des films avec lui. Liberté de la nuit, par exemple, c'est un film que j'ai tourné pour lui. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Et maintenant, j'aime beaucoup travailler avec mon fils ou ma fille. Et ça, c'est aussi... oui, c'est une manière de rendre le cinéma moins artificiel. Si vous travaillez c'est plus courant, les gens ils travaillent avec la femme qu'ils aiment. Beaucoup d'hommes travaillent avec la femme qu'ils aiment, dans les cinéastes masculins. Et moi, de travailler avec mes enfants ou avec mon père, c'était, à part avec les femmes que j'aime, je trouve que c'est quelque chose qui est... Mais Carrière, c'est un scénariste très très fort. En fait, je me suis rendu compte en travaillant avec lui que tous les derniers Buñuel, depuis Belle de jour jusqu'à la fin, c'est-à-dire les 5-6 derniers Buñuel, c'est moitié Carrière, quoi. C'est quelqu'un, c'est un espèce de puits de savoir, quoi, tu vois. Et voilà. I started to work with Jean-Claude Carrière not long after I lost my father. I was very close with my father, very connected. He was in theater, and we had a lot, there. That was very important to me. And the first thing that I did, when he died, was I worked with a psychoanalyst, Moroccan psychoanalyst, for about 6 months, who was 90. And Jean-Claude Carrière was 86. And after that, I became connected with him. It was very important for me to work with my father, and now I work with my son and my daughter. Other filmmakers often work with the women in their lives, but aside from women in my life, I really like to work with my family. And I'm leaving something out. About just I think some of the films that Philippe made with his father, of which there are many. I think then you mentioned Liberté de la nuit. Yeah, I made a lot of films with my father. It was a film made for him. It was made for your father. He died 4 years ago. Liberté de la nuit, Liberty of the Night. Was made in the 1980s. 1980s. Yeah. You brought up your son Louis, who has not been in the last 2 films. But who recently played Jean-Luc Godard in the film by Michel Hazanavicius. And I remember I saw Louis in Cannes, and I asked him about the experience, and he said, well, it was interesting. He said, I'm a Montague and he's a Capulet, and we decided to work together about that experience of playing Godard. And I think he said that you had encouraged him to do it. You had supported him in that. Par rapport au fait de jouer Jean-Luc Godard. You mean in relation to his... C'est comme mes parents. Quand j'étais très petit, mes parents ils étaient marionnettistes. C'était le premier job de mon père, et avant le théâtre, et de ma mère qui cousait les marionnettes, ils étaient marionnettistes. Donc quand le film là qu'a joué Louis sur Jean-Luc Godard, c'est un peu comme si on disait que Guignol c'était Jean-Luc Godard, quoi. On va vous faire une séance de Guignol, et puis au lieu qu'il s'appelle Guignol, il s'appelle Jean-Luc Godard. Et moi, j'aime bien parler de Jean-Luc Godard comme beaucoup de peintres aiment bien parler de Picasso. Juste pour se détendre, ils parlent de Picasso. J'ai vu des peintres parler des après-midi entières de Picasso. Il y a beaucoup de gens dans le cinéma, ils aiment bien parler de Jean-Luc Godard. Juste comme ça, parce que c'est quelqu'un qui a été très courageux dans l'art, dans toutes ses positions et dans tout ce qu'il a fait. Et donc je voyais ça, le film sur Jean-Luc Godard, je pensais, bon, c'est comme ça, on parle de Jean-Luc Godard pendant une projection. Mais de toute façon, c'est très difficile de juger, imagine, Kent, quand tu vois ton fils sur un écran, c'est comme si tu rêvais de éveiller. C'est comme si, quand j'ai vu Bertolucci, où il y avait mon fils qui jouait
des premiers rôles, c'est comme si on rêve debout. On ne peut pas avoir, on ne regarde pas le film comme on regarde les autres films. C'est une chose complète. C'est proche d'une hallucination. C'est quelque chose d'incroyable de voir ses enfants à l'écran ou dans les films des autres comme ça. Donc c'est difficile que j'ai un avis sur ce qu'ils font, sur ce que fait mon fils et ma fille, puisqu'elle joue aussi. Mais bon, là, ça me paraissait pas. Ça, c'est pas la question. Ouais, je sais pas. Well, you know, De toute façon, c'est un autre cinéma, hein, c'est le cinéma du grand public et tout. C'est pas. Si on est là, c'est parce que ça ne nous suffit pas, ce truc de. Parce que le cinéma, c'est aussi un truc horrible, je veux dire. Parce que, je sais pas, dans l'avion pour venir à New York, il y avait tous les écrans, avec tous les films récents que les passagers étaient en train de regarder. Je regardais. Parce que je sais pas ouvrir ma tablette, j'ai pas d'ordinateur et tout ça, donc je regardais tous les messages. C'est affreux, parce que ce qui sort au cinéma, c'est un espèce de cauchemar gigantesque, quoi. Alors c'est très compliqué pour nous qui aimons le cinéma comme on aime les livres ou je disais la peinture, c'est très compliqué de coexister avec ce truc-là qui s'appelle le cinéma aussi. En plus qu'on ne peut pas démolir vraiment, parce que s'ils mouraient, nous on mourrait aussi, les auteurs, parce que c'est quand même le cinéma populaire et commercial qui fait vivre l'industrie du cinéma, qui fait vivre les techniciens, qui fait vivre les laboratoires et tout ça. Si le cinéma commercial disparaissait, le cinéma disparaîtrait vraiment. C'est pas le cinéma d'auteur, de Jarmusch ou mien qui fait vivre les industries du cinéma. Alors donc on est obligé d'accepter que c'est un état de fait, c'est comme ça. Et en même temps, ce qu'on veut, c'est pas quelque chose qui est différent de ça, c'est quelque chose qui est totalement en opposition avec ça, avec cette espèce de monstruosité d'image sur les écrans, quoi. Alors très souvent, pour moi, le cinéma, c'est un espèce enfin, le cinéma dominant, comme ça, c'est un truc, c'est affreux. Mais de toute façon, le cinéma, c'est affreux depuis le début. Louis Lumière, il était complètement, pendant la guerre, c'était un antisémite. Il était décoré par Pétain. C'était un collaborateur. Quand j'ai compris ça, que Louis Lumière était un antisémite, j'ai pensé, ah ben non, je vais faire du cinéma selon Thomas Edison. Mais j'ai fait un peu de cinéma en pensant à Thomas Edison, puis après j'ai découvert que Thomas Edison, il avait inventé aussi la chaise électrique. Il n'avait pas inventé seulement les éléphants. Electrocution of Elephants. Ah, il a inventé. Ah, comment? Ouais. Mais aussi la chaise électrique qui fonctionne, ouais, bien sûr, que a peint Warhol. Oui. Bah, ce qui prouve que le cinéma, il est né n'importe où, en fait. C'est un truc qui est né il y a 120 ans, mais il est né dans des zones de la pensée qui sont d'un côté l'antisémitisme, de l'autre le fait d'inventer la chaise électrique. On pourrait dire, alors par rapport à la psyché, alors c'est pour ça qu'il faut se cramponner à Freud et tout ça, enfin je me cramponne à Freud pour faire des films, c'est vraiment quelque chose c'est pas quelque chose d'admirable depuis le début, et quand la nouvelle vague disait quand Truffaut avait écrit une certaine tendance du cinéma français, je pense que c'est ça qu'il cherchait, il trouvait de la poussière qu'on a mis sous le tapis, ça partait depuis les inventeurs du cinéma français, qui étaient des types ignobles. J'ai été en Israël, j'ai été obligé de leur dire, en leur parlant, je leur ai dit, Louis Lumière c'était un antisémite et tout. Et c'est une chose qui est cachée. Il ne faut pas dire ça, parce que ça ne se fait pas, parce que c'est comme si on crachait dans la soupe, pas du tout. C'était des gens ignobles. Les Lumières. Okay, well. Okay, the first question was about his son playing guitar. So, the first job that my parents had when I was a small child, like when I was around 4, they were puppeteers. And my mother would sew the costumes, and my father would do the puppets before he got involved with theater. So when it was a question of Louis playing Godard, it was a little bit as if he was going to be Godard's puppet, or incarnate the Godard puppet. I didn't have any particular pro or con feelings about it.
And Godard is, people love to talk about Godard. They, just like people will talk for hours about Picasso, it's sort of the same thing. Now, to go to the next section. It was just being on a plane and watching. So then, yeah, so, On doit you vivre know, avec le cinéma commercial. you know, no, we have to, you know, and then, you know, of course, we have to exist with commercial cinema. I was on the plane when I was coming over here, and I was seeing, you know, all the screens that were lit up and the horrors that people were watching, the garbage that people were watching, and it's just horrifying. On the other hand, if you don't have that commercial cinema, it's over. I mean, cinema won't exist. So you have to live with it. But, you know, there are terrible things that have come out of, you know, that cinema has sprung from. You know, I used to want to be, you know, I said, okay, you know, Lumière is an anti-Semite. I'm going to be like Thomas Edison. But then I found out that, you know, Thomas Edison invented the electric chair. So, you know, and when I went to Israel and I was presenting there, I said, you don't understand who Louis Lumière was. He was a horrible anti-Semite. That's something that's hidden. That's, And he was a collaborator who and was he- decorated by Pétain. right. So, and These are things that are hidden. Yeah. Le fait que ça soit un cauchemar, c'est depuis le début. le so, you know, it's a nightmare. You know, the fact that it's a nightmare, you know, that I experienced that when I saw those screens on the plane, it was from the get-go. You know, there's so much more to talk about. I wish that we had more time, and Philippe has a screening, and we have to wrap it up, but I thank you, friend. Merci.